Hello à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vista Podcast, le rendez-vous de celles et ceux qui veulent faire de leur travail un levier de transformation positive. Je suis Benjamin Mercier, cofondateur de Gaia Connect, la porte d'entrée vers les carrières à impact positif. Pour celles et ceux qui nous découvrent aujourd'hui, bienvenue. Déjà, Gaia Connect, c'est une communauté de plus de 300 mentors bénévoles. Ce sont des pros qui ont déjà fait le saut vers l'impact, que ce soit dans la RSE, dans l'énergie, dans l'associatif, l'économie circulaire, le social, enfin, voilà, tous les secteurs qu'on peut retrouver. Et ils offrent de leur temps pour t'aider, toi, à trouver ta voie. On te propose des rencontres pour écouter tes doutes, te conseiller et t'ouvrir un réseau bienveillant. Si tu te poses des questions sur ta carrière, fais un tour sur gaiaconnect.co, passe notre quiz d'orientation et on te trouvera des mentors parfaits pour toi. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet brûlant, voire un peu tabou pour certaines et certains. Peut-on vraiment transformer son entreprise de l'intérieur? On entend souvent dire, si tu veux bosser dans l'impact, démissionne et va rejoindre une asso, une structure de l'impact. C'est une option, elle est noble, mais est-ce que c'est la seule? Peut-on rester dans un grand groupe, parfois, dans des secteurs controversés, et réussir à faire bouger les lignes de l'intérieur, ne serait-ce qu'un petit peu? Pour répondre à cette question et surtout, pour comprendre comment on fait concrètement, j'ai le plaisir de recevoir 3 invités, qui ont choisi de rester pour transformer. Alors bienvenue, à tous les 3. Ils vont s'afficher dans une petite seconde. Salut Laure, salut Nicolas et salut Margot. Salut à tous les 3. Alors juste avant de vous présenter, je voulais juste préciser, qu'on va évoquer vos boîtes, mais on va pas les nommer, tout simplement parce que vous êtes tous les 3 issus de boîtes super connues, hein, on les connaît tous et on n'a pas forcément une image mentale, enfin, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit correcte, on a toujours, pardon, une image mentale de ces boîtes-là et j'aimerais juste heu, qu'on s'en extrait un peu pour se concentrer sur les actions, sur les missions sans avoir d'a priori. Donc ceci étant dit, je vais vous présenter. Donc salut, Laure, donc toi tu es responsable de la montée en compétences et de l'animation de communautés dans un grand groupe mondial d'innovation technologique dans l'énergie et tu représentes les collectifs, hein, de salariés de ta boîte. Bienvenue Laure. Merci, bonjour. Margot, donc toi, tu es ingénieur environnement et éco-socio-conception chez un grand fournisseur d'électricité, producteur d'électricité. Et toi aussi, tu représentes le collectif de salariés de cette boîte-là. Salut Margot. Et bonjour à tous. Et puis Nicolas, donc toi, tu es manager sécurité produit dans un grand groupe automobile tu es aussi et surtout membre actif de l'association Les Collectifs, hein, dont on va parler dans quelques minutes. Salut Nicolas. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravi de vous recevoir tous les trois au micro de Vista Podcast. Alors, je vais évidemment interroger nos invités, mais ce podcast, c'est avant tout le vôtre, hein. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser en commentaire, que vous soyez sur LinkedIn, sur YouTube, sur Instagram, peu importe où vous nous regardez. Si vous les posez en commentaire, ils nous arriveront et on va essayer d'y répondre au fil de l'eau. Alors avant de parler, de vos actions, en tant que telles, j'aimerais qu'on parle de vous, hein. Vous êtes, toutes et tous dans de très grandes structures, on l'a dit. C'est pas forcément l'image qu'on se fait d'un job à impact, quand on y pense, comme ça. Ma première question, elle est simple: à quel moment, de votre côté, vous vous êtes dit: «Bon, je peux plus faire comme avant»? Ça a été quoi votre déclic, à ce moment-là? On peut peut-être, commencer par toi, Margot? Oui, pas de souci. Alors moi, c'est vrai que on pourrait se poser la question parce que du coup, mon entreprise, elle a déjà une mission bas carbone dans son ADN. Donc, entre guillemets, le déclic, il aurait pu s'arrêter là, le fait d'être dans cette entreprise-là. Mais il a vraiment eu lieu d'abord dans mon domaine personnel, en fait. J'avais un métier vraiment classique. Enfin, j'étais manager dans le domaine mécanique, donc rien à voir au départ avec l'environnement. Et c'est vraiment un déclic dans ma vie personnelle, alors aux alentours de 2014, je crois, grâce à des vidéos de L214 que je remercie. Et c'est arrivé vraiment sur l'alimentation, sur le domaine animalier. Et à partir de ces vidéos-là, moi, j'ai remis en cause beaucoup de choses sur ma vie personnelle, mon mode de vie. Et je me suis interrogée énormément sur le sens que je donnais à toutes ces choses-là et forcément, de fil en aiguille, sur le sens que je donnais à mon travail. Et donc, manager
dans le domaine mécanique, c'est un métier que j'ai adoré, mais c'est vrai que je voulais aussi lui donner plus de sens et être vraiment plus ancrée dans l'environnement. Et à ce moment-là, je me suis dit, déclic, il va falloir, je vais bientôt muter. Comment je peux donner plus de sens à ça? Et je me suis réorientée au sein de l'entreprise dans un domaine et donc dans l'éco-conception. Alors c'est l'avantage quand même, vu qu'on parle un peu de ce sujet-là, des grosses structures, c'est qu'il y a tellement de métiers au sein de l'entreprise qu'on peut changer assez facilement et avoir des changements de parcours et des changements de carrière qui sont parfois un peu atypiques, mais sans avoir besoin de démissionner, on peut comme ça redonner du sens aussi à son parcours en interne. Et alors c'est intéressant, je vais faire juste une petite parenthèse, mais rebondir sur ce que tu viens de dire. L'éco-conception, c'est quelque chose sur laquelle tu t'es formé, après tu t'es décalé sur ce job-là, ou ça a été l'inverse? Non, c'est quelque chose sur lequel je me suis formée en arrivant. Moi, je cherchais plutôt une orientation plus environnement, donc dans la RSE en général. Et il y avait une ouverture, une des unités de mon entreprise qui voulait vraiment exploiter davantage toute la démarche d'éco-conception. Et quand ils ont vu ma demande de mutation, mon profil et ce que je recherchais, on a, les choses se sont reliées Les et je me suis planètes sont dit alignées pourquoi à pas. ce moment-là, ouais. Voilà, les planètes se sont alignées. Je me suis dit, mais complètement, ça rentre complètement dans mon choix de parcours. Allons-y, lançons-nous. Et je me suis formée après. Bah, trop bien. Et pour toi, Laure, ça a été quoi ce déclic? Je me reconnais beaucoup dans ce que dit Margot, parce que mon entreprise aussi, elle est vraiment, elle contribue en fait à la transition énergétique. Et en même temps, en fait, moi, il y a un moment donné où j'ai vu un décalage énorme entre tout ce que j'investissais dans mon champ perso, mes lectures notamment, et finalement ce qui émergeait en moi de positionnement, et puis ce que j'étais en mesure de faire ou de dire dans mon entreprise. Et j'ai eu envie en fait de tomber le masque. Moi, ce qui me motive, c'est de me dire, est-ce qu'on peut faire changer le mainstream de Caen, où finalement je suis encore dans une structure qui prône la croissance, qui est très ancrée dans le technosolutionnisme. Et donc moi, j'ai envie en fait de faire évoluer les conversations. Et donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, je veux me réunir, quoi. Je peux plus être ces personnes dissociées avec ce que j'investis dans le champ perso. J'ai envie de le ramener, en tout cas d'expérimenter, de tester ça dans le champ pro. Ah, c'est vachement intéressant parce que bon, nous, chez Gaïa, moi, à titre personnel, j'ai rencontré plus de 2500 personnes depuis qu'on a lancé Gaïa, de gens en transition. Premier réflexe, c'est généralement pas celui-là. Le premier réflexe, c'est je me casse et je vais trouver autre chose. C'est vachement intéressant comme façon de penser, de se dire, OK, je m'ancre et je vais En faire fait, mon trou, quoi. ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est que plus j'avançais et plus je voyais que, enfin, des programmes qui parlaient du leader, donc de l'organisation, la personne qui a la main sur la raison d'être de l'organisation. Et je me disais, et moi, à ma place de collaboratrice dans un groupe de plus de 100 000 collaborateurs, c'est quoi mon pouvoir d'agir en fait? Et justement, et merci d'inviter les collectifs pour ça, vraiment la rencontre avec les collectifs a été décisive de me montrer une voie possible d'agir en tant que partie prenante, collaborateur, salarié, au sein de l'organisation. Bah, trop bien. Alors, ça me fait une bonne transition. Alors, Nicolas, si tu veux me répondre à la question du déclic, et puis derrière, peut-être enchaîner pour nous présenter les collectifs, ce que vous faites, qui vous êtes, voilà, toutes les actions à disposition dans les collectifs. Oui, bien sûr, merci beaucoup. Alors le déclic personnel, bah, je me retrouve aussi complètement en fait dans les 2 témoignages de Margot et de Laure, hein, puisque moi, ça a commencé effectivement par, on va dire une transition personnelle. Il y a une dizaine d'années, c'était au moment des accords de Paris, le film Demain qui m'a beaucoup touché aussi. Et à partir de là, j'ai commencé donc à changer, mes habitudes de vie, on va dire personnelles. J'ai commencé à m'investir au niveau local, au niveau de ma commune, dans différentes associations ou pour, animer des ateliers de sensibilisation. Par exemple, la fresque du climat, des ateliers d'automne, des choses comme ça, au niveau de ma commune. Et puis, bah, forcément, on en arrive à se poser la question, mais et quid de son travail? Quid de son entreprise? Et là également, bah, moi ma volonté c'était, bah, notamment parce que comme, je tenais quand même à mon entreprise et puis à mes collègues, la volonté c'était de me dire: «Est-ce qu'on peut pas effectivement, plutôt que changer de travail, changer son entreprise ou essayer de contribuer à changer son entreprise?» Donc c'est tout à fait pour ça que je me suis lancé dans l'aventure. Comme Laure, on a beaucoup bénéficié de l'association Les Collectifs.
Et c'est pour ça que, je me suis aussi investi depuis dans l'association elle-même pour essayer, on va dire, de porter la bonne parole, de faire en sorte que le maximum de salariés puissent effectivement, bénéficier des conseils qu'on peut leur donner. Donc pour vous dire un petit peu ce que c'est que les collectifs, puisque c'était ce que tu me proposais également. Donc c'est une association qui va fêter ses 5 ans et notre raison d'être, hein, notre objectif, c'est de, fédérer et d'accompagner donc les salariés qui veulent contribuer à la transition écologique et sociale de leurs entreprises. Donc pour ce faire, on met à disposition plusieurs outils. Le 1 outil, on va dire que c'est, ce qu'on appelle, passeport collectif. En fait, c'est un parcours de formation, qui est adossé aussi avec des sessions de coaching qui sont là pour, aider les salariés à créer leur collectif et puis à faire aussi de leur collectif, une partie prenante reconnue, on va dire, au sein de leur entreprise. Ensuite, on a un atlas des actions dans lequel on a recensé plus de 80 actions qui sont des actions qui ont déjà été réalisées par différents collectifs et donc qui avec, d'une certaine manière des recettes, comment les mettre en œuvre dans sa propre entreprise. Et donc pour pouvoir aider on va dire aux premières actions ou aux types d'actions qui ont déjà marché à l'intérieur des autres collectifs. On propose des rencontres locales, donc on a plus d'une douzaine de villes dans lesquelles, on propose, des rencontres, le soir. D'ailleurs ce soir, il y a 3 villes, Toulouse, Grenoble et Paris, qui font leurs rencontres locales dès ce soir. Et puis au sein du réseau de les collectifs, on propose des groupes thématiques qui sont des groupes intercollectifs. C'est-à-dire que quand les collectifs ont une question, la même question, qui revient à l'intérieur de plusieurs collectifs, on leur propose de se réunir pour effectivement, trouver quelles sont les solutions qui peuvent être mises en place et puis partager ces solutions avec, l'ensemble du réseau. Et typiquement dans les derniers groupes thématiques, ils ont constitué, il y en avait un sur l'internationalisation de son collectif, il y en avait un sur l'épargne salariale, sur la sobriété numérique, qui est le dernier qu'on avait en date. Le prochain, qui va débriefer, il sera sur la biodiversité sur site. Donc voilà les types de thématiques, sur lesquelles, on propose, aux collectifs de se mettre ensemble pour pouvoir réfléchir aux actions et aux solutions possibles. Hyper intéressant. Ah pardon, vas-y. Non, je rebondissais juste en me disant que dernier épisode, on a reçu, Circulaire, Jules Coignard et Paul qui sont chez Circulaire et eux, effectivement, ont cette, notion de coalition où ils mettent ensemble des boîtes du même secteur intersectoriel pour trouver des solutions, au-delà des obligations légales et cetera. Donc j'aime bien cette approche-là qui est très collégiale en fait, interentreprise, quoi. Et donc ouais, juste ce que je voulais dire, juste avant c'était que en termes de volumétrie, aujourd'hui on regroupe environ 130, collectifs matures. Quand on dit matures, c'est qui sont effectivement, qui ont des membres et qui font des actions, on va dire, officiellement au sein de leurs entreprises et ça veut dire que ça touche à peu près 11 000 salariés, sur l'ensemble effectivement en termes de volumétrie. Sachant qu'on est en contact avec aussi d'autres personnes qui ont par exemple pas encore monté leur collectif, et donc on est en contact, on va dire, avec environ, 300 structures au global, mais 130 pour lesquelles il y a des collectifs matures. Bah, hyper cool. Alors, juste de façon très pratique, comment ça se passe quand toi, par exemple, tu fais de la fresque, tu es très actif côté asso sur ta vie sur ta vie perso, pardon, et que tu arrives le matin devant la machine à café en disant bon, bah, je vais essayer de reproduire dans l'entreprise grâce au collectif. C'est qui la première personne à qui on en parle? Est-ce qu'on en parle au collectif en premier? Est-ce qu'on va voir sa RH? Est-ce que, je sais pas, si je travaille chez Total, je monte en haut de la tour et je tape à la porte de Pouyanné? Comment ça se passe? À qui j'en parle au départ? Alors il y a certains collectifs qui en fait sont issus, on va dire, de leur direction RSE, de la direction RSE du groupe et qui a mis en place, on va dire, des relais dans l'entreprise, des sortes d'ambassadeurs et donc qui ont un peu initié cette démarche de création d'un collectif. Mais la grande majorité des collectifs, c'est plutôt en fait un petit groupe de personnes,
qui effectivement se réunit. Alors comme tu disais, c'est parce qu'autour de la machine à café, par exemple, ils se sont dit: «Bah, tiens, on aimerait bien faire quelque chose» et ça a été vraiment la petite graine ou autour d'autres types de choses, soit parce que l'entreprise, elle a fait, par exemple, heu, un webinaire ou une conférence et les gens se sont retrouvés ou parce que, il y a aussi, par exemple, un site internet qui s'appelle Alumni for the Planet, dans lequel on peut effectivement s'inscrire. Donc on dit de quelle école on vient, mais on dit aussi dans quelle entreprise on travaille. Donc ça peut permettre aussi aux gens de retrouver des gens de la même entreprise qui se sont déclarés comme ayant envie, on va dire, de faire quelque chose pour la planète. Ça peut être aussi une autre manière et donc en fait dans la majorité des cas, les collectifs, ils naissent plutôt effectivement de ce petit noyau dur ou de cette première graine, on va dire, qui, ne demande pas nécessairement l'autorisation, mais qui se crée et qui se dit: «Bah, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire?» et donc qui se met très rapidement, ce qu'on leur dit, hein, c'est de faire des premières actions, de faire des premiers pas, qui, très généralement sont, de la sensibilisation, on va dire, envers leurs collègues pour pouvoir démarrer et puis avant de s'attaquer effectivement au modèle d'affaires de l'entreprise, de déjà, bah, commencer par, changer un petit peu la culture de l'entreprise ou acculturer effectivement, ses collègues. Et alors, je rebondis là-dessus. Alors, je fais appel à ma très mauvaise mémoire. Il me semble, il y a longtemps, quand on a préparé l'épisode, Margot, que tu m'avais dit que le collectif qui est chez toi, ça doit être l'un des plus gros de chez les collectifs, si je dis pas de bêtises. Est-ce que toi, tu pourrais, bah, potentiellement, on parlait de sensibilisation, on parlait de bouger les lignes, peut-être nous parler d'initiatives qui ont pu être lancées dans le réseau, dans ta boîte? Alors oui, il y en a quelques-unes dont je peux te parler. En fait, je vais rebondir aussi hein, sur ce qu'a dit Nicolas parce que Vas-y, ouais. on a beaucoup démarré. Enfin, notre collectif a beaucoup démarré aussi avec ce qu'a dit Nicolas. C'est vrai que quand on démarre, on essaye d'abord de sensibiliser pour essayer de créer ce fameux collectif. Moi, dans mon entreprise, il est vraiment issu des salariés. Donc c'est un petit groupe qui se sont donné rendez-vous à la machine à café, ils se sont commencé à discuter et ils se sont dit tiens mais pourquoi on n'essaierait pas de commencer ensemble. Donc c'est vraiment ce modèle-là. Et ensuite, eh ben, effectivement, en termes d'action, ce collectif-là, il a vraiment pour vocation, alors de partager. Je rejoins ce qu'a dit Laure, on est une très très grande entreprise disséminée partout sur le territoire et donc c'est vrai que au-delà du collectif qu'on a créé, les gens ont individuellement plein de bonnes petites idées un peu partout et se sentent souvent soit un peu isolés, soit en incapacité à la mettre en œuvre. Donc un des premiers rôles qu'on se donne, c'est de partager ces informations-là et surtout de donner envie aux acteurs qui sont isolés de se lancer et de se dire mais ton idée elle est bonne et soit elle est très bonne parce qu'en fait elle existe déjà ailleurs et tu peux copier ce qui a été fait pour te lancer, soit vas-y, récupère un ou deux collègues à la machine à café et lancez-vous, créez quelque chose. J'ai un exemple, on a certains sites qui ont été transformés en refuge LPO et donc le premier a fait cas test et donc quand ça a été réussi sur un site, on a fait une petite fiche méthode et on l'a envoyé à ceux qui souhaitaient initier et recopier cette initiative sur leur lieu de travail. Pareil, on a des collègues qui étaient un petit peu plus mécano, etc., et qui voulaient lancer des ateliers de réparation pour l'électroménager, pour les vélos aussi, parce qu'on a beaucoup de collègues qui viennent à vélo maintenant au travail. Donc c'est pareil, des ateliers de réparation ponctuels qui viennent se créer sur le lieu de travail, où on partage les bonnes astuces pour réparer, etc. Et puis en action un peu plus majeure qu'on a faite, où l'idée est toujours quand même de créer des synergies, de se rencontrer, on a réalisé depuis la création du collectif 2 universités. Donc une par an. Alors le but c'est quoi? C'est pendant 2 jours et demi, on se regroupe dans un endroit en France à environ une cinquantaine de personnes pour partager, échanger, créer autour des thèmes environnementaux et sociétaux. Et pourquoi c'est des moments qui sont extrêmement importants? Parce que comme je le disais, on est tous disséminés un peu partout. Il y a des personnes avec qui j'avais discuté pendant des mois, voire des années que je n'avais jamais rencontrées. Et donc ces universités, c'est un vrai moteur. Parce qu'il faut pas, c'est vrai qu'on a tendance à perdre un peu ce lien humain. Donc là, c'est vraiment l'idée, c'est de le recréer, de se rencontrer, de faire force ensemble. Et à partir de ces universités, souvent se montent des petits projets, des envies,
d'autres choses sur les sites ou plus globalement. Donc voilà, deux belles aventures là qui se sont faites en 2024 et 2025 et qu'on espère pérenniser sur les années futures. Trop bien. Et toi, alors, chez toi, comment ça s'est passé? Comment ça se passe? C'est quoi les actions un peu clés? Donc ça ressemble beaucoup à ce que Margot vient de décrire. Ça a beaucoup démarré par de la sensibilisation, donc à la fois du co-apprentissage, et on évolue aussi, hein, parce qu'en ce moment, on est en train de co-apprendre ensemble sur les principes du régénératif. Voilà, donc il y a beaucoup de sensibilisation à faire entre nous et pour nos collègues. C'est de notre collectif qu'a été issue la démarche d'amener la fresque du climat, par exemple, dans l'entreprise, et qui aujourd'hui a été repris par les RH à tel point que chaque nouvel employé passe par une fresque du climat, en fait. Ça fait partie du parcours d'onboarding d'un nouvel employé. Voilà, donc ça, c'est un exemple aussi de montrer comment finalement ces groupes de salariés peuvent être pionniers et quand on travaille main dans la main avec la RSE ou les RH, il y a plein d'actions ensuite qui sont reprises. Il y a un gros pan aussi qui est sur notre finalement quotidien en tant que collaborateur, collaboratrice, et donc en écho à ce que Marco vient de décrire, sur les trajets, la cantine aussi, et puis ce qui est un peu aussi à la frontière dont Nicolas a parlé, l'épargne salariale. Donc ces thématiques-là, en fait, d'avancer là-dessus. Et puis après, il y a le vif du sujet qui est le modèle d'affaires ou remettre en cause la présence sur certains secteurs, par exemple. Et donc, ce qui est assez chouette, je trouve, c'est que chez nous, c'est organisé de manière très organique. Ça évolue en permanence. On vit aussi des vagues, en fait, des hauts et des bas. Et ça, c'est OK. Dans toutes les communautés, il y a ces vagues-là, donc on les accueille. Et en fait, en ce moment, donc, il y a un nouveau groupe qui émerge, qui a envie de travailler justement sur les aspects régénératifs et donc la déclinaison dans des nouveaux modèles d'affaires. Et à cette occasion-là, j'ai rencontré des collègues justement à l'international. Et donc, ça nous permet d'aller aussi vers une internationalisation en découvrant qu'il y a des initiatives qui ont émergé ailleurs. Donc, finalement, le plus gros enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de nous rencontrer. Comme Nicolas disait, quelquefois, ça passe par l'extérieur. Par exemple, les collectifs sont revenus vers moi en disant, on a un tel, une telle de ton entreprise qui nous ont contactés. Est-ce que vous êtes en contact? Ah non, pas encore. Voilà, donc c'est d'arriver à faire du lien comme ça pour fédérer en fait les énergies, quoi. Pardon, j'étais en mute. Ok, bah alors, hyper bien. Alors, on va peut-être parler un peu plus également. Ça, c'est ce qui est bien, ce qui se passe bien et c'est chouette, tous ces aspects de sensibilisation. Maintenant, on est dans un contexte économique qui est pas simple, hein, clairement. Et effectivement, ces enjeux qui soient environnementaux ou sociaux également ne sont pas forcément la priorité numéro un dans les COMEX. Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous dire, ok, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça alors qu'on sensibilise les collaboratrices, collaborateurs et on ne va pas dans le bon sens? À quoi bon? Et surtout, comment est-ce qu'on monte de la résilience derrière en se disant, keep pushing, quoi. Ouais, moi, en effet, c'est une question qui est là en permanence et l'enjeu pour moi, il est vraiment mon écologie intérieure en fait. Ce décalage ou cet écart entre ce que je vis au quotidien, un peu les couleuvres qu'on avale. C'est vrai qu'en ce moment, le système se rétracte beaucoup aussi. Voilà, l'envie, comment le gérer. Et c'est vrai que pour le coup, le collectif me ressource beaucoup et ça, c'est très partagé. Le fait d'avoir cet espace avec une liberté de parole en interne, de rencontrer justement des personnes qui sont positionnées au même endroit, qui ont cette envie d'agir et que je crois que c'est toi aussi, Margot, qui parlait d'isolement. En fait, le fait de se fédérer, voilà, ça permet de se redonner de l'énergie. Et en même temps, et j'aime bien, Margot, que tu aies parlé de ces universités d'été. Nous aussi, en fait, on essaye de ménager des espaces pour se ressourcer, en fait. Parce que, oui, c'est vrai que c'est pas facile de tenir le cap au quotidien. Oui, je rejoins complètement ce que dit Laure. Peut-être le à quoi bon, parfois comme le dit Laure, moi c'est pareil, on se le pose tous à plusieurs moments. Je pense que ce qu'il faut retenir, et c'est aussi peut-être pour ça qu'on est resté dans nos entreprises respectives, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent l'image du petit colibri. Il y a un incendie et il y a tous les animaux qui fuient l'incendie et puis ils voient un petit colibri qui fait demi-tour avec une petite goutte d'eau. Ils se disent, mais qu'est-ce que tu fais?
eh ben, j'apporte ma petite contribution, j'amène une petite goutte d'eau pour essayer d'éteindre l'incendie. Et en fait, le fait de pas lâcher, même si effectivement les vents sont parfois un peu contraires ou le contexte économique, politique, etc., est pas toujours en adéquation avec ce qu'on aimerait porter, le fait de rester et de durer, surtout dans le temps, c'est hyper important, même pour l'état d'esprit de notre entreprise. Ce que disait Laure est vrai, en fait, le fait d'être simplement présent, on amène déjà des choses, on amène des réflexions, on amène des fois des actions, du renouveau, et c'est important de rester. Alors, tu parlais de résilience, j'aime bien aussi robustesse, un peu comme la nature, c'est-à-dire que mais finalement, notre objectif, c'est pas justement, c'est d'aller un peu au contraire de l'économie. Notre objectif, c'est pas de tout gagner d'un seul coup et le plus vite possible. Notre objectif, c'est de durer dans le temps. Et donc, du coup, même si c'est dur, même s'il y a des moments où on se sent un petit peu en retrait dans l'entreprise, c'est important de rester debout, quel que soit le vent. Et ça, c'est déjà un combat hyper fort à mener, de rester et voilà, de rester robuste. Ah, carrément. Il y a plusieurs choses là qui font complètement écho, Margot et Laure, dans ce que vous dites. Alors, il y a au niveau des entreprises elles-mêmes, je pense que fondamentalement, les gens qui restent dans leur entreprise, c'est parce qu'ils sont attachés à leur entreprise et à leurs collègues. Et donc en fait, ce qu'on a envie, c'est que nos entreprises soient dans les pionnières et effectivement, prennent ce virage de la transition. C'est de les accompagner en disant: «Pour nous, c'est ça la solution, c'est ça l'avenir et on voudrait qu'elle soit force de proposition dans l'avenir» et ça, quand on se le quand on se le redit, ça fait aussi écho à une autre chose que vous avez toutes les 2 dites. C'est-à-dire qu'effectivement, on sait qu'on est dispersés, enfin en tout cas, les membres sont dispersés un peu partout dans l'entreprise, mais on n'est pas tous en même temps, on va dire au même niveau, d'un point de vue, émotionnel ou d'un point de vue, où on en est par rapport effectivement à la transition et comment on ressent son entreprise et d'être ensemble, ça permet qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit moteur. Et donc ça, c'est aussi, une autre chose que vous avez souligné qui me paraît très importante et ce qui me paraît aussi très important que vous avez souligné, c'est de se donner du temps aussi entre nous. Dire au sein de chacun des collectifs. Alors, tu as parlé des universités, c'est vraiment top. Nous, on essaye aussi de faire des choses ensemble, par exemple des challenges. Alors, je cite par exemple le challenge Ma Petite Planète, qui est aussi un challenge, qui est très intéressant et qui est top à faire en fait avec d'autres membres du collectif et notamment des membres qui peuvent être dispersés. Parce que ça permet, pareil, d'apprendre à connaître, des gens qui en fait, sont pas du tout sur notre site, donc qu'on voit vraiment très rarement ou en visio, mais d'apprendre à les connaître différemment et d'avoir vraiment cet aspect-là aussi que, au fur et à mesure, les uns et les autres, on s'entraîne. Mais donc vraiment par rapport à nos entreprises, l'idée c'est que, on a envie que ce soit les pionnières et ce soit elles qui bougent et ce soit elles qui montrent l'exemple et donc on essaye de faire en sorte qu'elles soient dans cette mouvance-là, en fait. Est-ce qu'en vous entendant, je me posais la question de est-ce que la mission première dans ces collectifs, c'est pas forcément d'aller changer les procédés ou les achats ou quoi que ce soit de l'entreprise d'un jour à l'autre. Et c'est un peu l'image que tu donnais avec la goutte d'eau et le colibri. Margot, est-ce que votre mission première, elle n'est pas autour d'un changement culturel de l'entreprise pas à pas qui demain entraînera peut-être de façon organique ces changements-là? Moi, j'aime bien ce que tu amènes, Ben, dans l'idée et Margot, tu l'as dit en introduction, en fait, comment toi, tu as fait aussi un virage dans ta carrière professionnelle et moi, j'ai fait ce virage-là aussi et en fait, aujourd'hui, c'est de réaliser que, c'est pas la direction, RSE qui est en charge de ça, mais c'est tout un chacun, dans son métier et donc en effet, le fait de se fédérer et de se dire, comment en tant que collaborateur, collaboratrice, je peux agir, il y a tout ce dont on a parlé, mais il y a aussi changer ma propre pratique dans mon métier et là, on a tout à inventer et donc le fait d'être aussi réunis en collectif, de s'inspirer, de faire rebondir les idées, ça aide et donc moi, c'est le virage que j'ai pris. J'ai eu un alignement de planètes qui m'a permis de me positionner dans l'organisation, dans un lab, d'intelligence collective. Donc je suis facilitatrice aujourd'hui et en fait, je me dis que contribuer à, faire émerger justement cette culture de la coopération, cette capacité à la fois activer l'intelligence collective, mais aussi à adopter cette posture de participant, voilà, au service, de l'intelligence collective dans un groupe, en fait, c'est une compétence clé du XXIe siècle, pour, traverser, cette crise et relever ce challenge, collectif de l'humanité. Donc en fait, c'est pas juste
100 000 collaborateurs de mon entreprise que je touche, mais c'est aussi 100 000 citoyens, membres de leur famille. Voilà. Et en ça, moi, ça me donne du sens. Et donc, c'est ça aussi qu'on est finalement tous et toutes en train d'inventer. C'est aussi comment on fait évoluer, en effet, notre posture, notre façon de travailler ensemble, même de coopérer. On l'a nommé inter-entreprise. Il peut y avoir ces notions de coopétition. Je trouve absolument génial. À l'intérieur d'un écosystème, dans une filière, tu l'as dit Ben, mais aussi comment on réinvente aussi notre façon de coopérer en interne avec les différentes parties prenantes, RH, RSE, etc. Et justement, dans ces collaborations inter-entreprises, parce que vous êtes dans des industries qui sont, voilà, où il y a des secrets d'ingénierie, des choses comme ça, comment est-ce que vous gérez, vous cadrez en tout cas ce qui peut être de l'ordre du secret professionnel de votre côté, quand vous collaborez par exemple sur une fresque ou des choses comme ça? Bon, en l'occurrence, il n'y a pas énormément d'enjeux parce que finalement, les sujets sur lesquels on coopère, en tout cas, moi jusqu'ici, m'ont pas amené à être dans, je sais pas, enfin, de risque de divulguer un positionnement, offre, produit, etc. Au contraire, ça a plutôt été soutenant de se dire, mais si telle organisation, et comme disait aussi Nicolas dans le côté pionnier, en fait, si telle organisation est en capacité d'amener, par exemple, l'économie de la fonctionnalité dans son secteur, finalement, ça nous montre le chemin et la capacité à le faire nous-mêmes. Et donc, ça donne aussi un moteur pour faire bouger notre entreprise du même secteur, quoi. Ok. Et juste sur tu parles le moteur, je rebondis là-dessus. C'est qui, en tant que collectif, votre meilleur allié à l'intérieur de l'entreprise? Est-ce que c'est le département RH? Est-ce que c'est la RSE? C'est qui votre meilleur allié pour, dès que vous avez une action, vous voulez mettre en place ou qui va partager la bonne parole en interne? Alors je veux bien tenter de prendre un petit peu, notamment par rapport à l'expérience un peu de l'ensemble des collectifs, pas nécessairement juste mon expérience, Ouais. chez nous. En fait, je dirais qu'il y a 3 directions principalement qui sont nos alliés et que tu as en partie cité, hein. Il y a la RSE effectivement et comme je le disais, de temps en temps, on peut être des ambassadeurs aussi de la RSE et donc travailler main dans la main avec la RSE. Il y a les RH, bien entendu, notamment par rapport à la culture d'entreprise, par rapport à tout ce qui concerne la formation, puisqu'en fait, il y a aussi un grand pan qui peut être autour de la formation. On a parlé de sensibilisation, mais ça peut rapidement aller sur la formation aussi. Et puis il y a la communication, parce qu'en réalité, on utilise beaucoup aussi les services de communication, voire les services de communication peuvent nous utiliser aussi, pour mettre en avant effectivement certaines démarches. Et donc je dirais que c'est les 3 premières directions, mais après l'idée, c'est, bah, de faire en sorte que, on essaime partout et dans toutes les directions. Parce que si on veut à force que les métiers bougent et ben, il faut aussi aller voir les autres directions. Alors, je pense peut-être, après aux directions par exemple d'innovation, puisqu'en fait c'est elles qui peuvent aller défricher certains domaines qui sont pas encore, complètement dans le modèle d'affaires. Mais, potentiellement n'importe quelle direction, que ce soit des directions de site aussi ou des directions effectivement opérationnelles, sont vraiment potentiellement nos alliés. Et puis, ce que j'aime bien dire aussi, notamment c'est ce que disait Laure qui m'y fait penser, c'est en termes de coopération, nous ce qu'on veut vraiment, c'est faire en sorte que les uns et les autres, on amène plutôt des solutions que des problèmes en fait. Et donc, ou des actions concrètes plutôt qu'effectivement, dire: «Ah bah là ça va pas». Et ce qu'on aime bien dire en fait, entre nous au niveau des collectifs, c'est ce qu'on veut par rapport aux entreprises, c'est d'être, des pourpouvoirs en fait. C'est-à-dire faire ouais, J'étais en mute, je répétais des pourpouvants. exactement. C'est Ok. vraiment d'avoir cette ambition-là et donc, bah, de coopérer avec, toutes les personnes qu'on sent à un moment donné, ouvertes ou suffisamment ouvertes pour faire avancer, les actions qu'on pousse. Trop bien. Alors, Voilà. avant qu'on passe à la session de questions-réponses, moi, j'en ai une première qui m'est venue comme ça. Alors, j'ai l'image de Jean-Claude Convenant, je ne sais pas si ça vous parle, dans Caméra Café, avec sa Xantia, voilà. Comment est-ce qu'on gère le réfractaire? Il y en a toujours un dans ces boîtes, même probablement beaucoup plus qu'un. Comment est-ce qu'on gère ces profils-là pour les emmener avec soi sur un temps long, j'imagine? Est-ce que vous avez des exemples de votre Et moi, je vais prendre côté? ma casquette de facilitatrice.
Moi, je les gère pas, en fait, justement. Moi, je travaille avec les pionniers, les early adopters, je sais plus comment on les appelle là, Ouais. en français, sur le cycle justement d'adoption de l'innovation. En fait, et on l'a un peu dit, c'est où sont les énergies et comment est-ce qu'on arrive à être le catalyseur de ces énergies-là. Voilà et comme l'a dit aussi, Nicolas, de trouver les alliés, internes dans les différentes, directions. Il y en a plein, en fait. Donc, c'est plutôt mettre son énergie là où il y a, finalement, c'est arroser là où c'est propice à germer. Ah, j'aime bien l'image. Pas mal. Peut-être juste pour compléter ce que tu as dit Laure, je suis d'accord avec toi. En fait, on n'essaye pas nécessairement de les convaincre de premier abord, mais ce que l'on fait, c'est que, on leur montre, quelles sont les actions qui marchent et c'est en montrant l'exemple, en fait, qu'on essaye de les faire bouger aussi. C'est pas en essayant de les convaincre, mais en leur montrant que ça marche, en fait. Ouais, complètement en phase, hein. T'as donné un mot tout à l'heure, Nicolas, le pour et pas d'être contre. Je pense que c'est important. Et puis même pour ceux qui nous écouteraient par exemple et qui auraient un doute sur leur capacité à se lancer justement parce que éventuellement les personnes qui sont autour d'eux, ils les sentent pas forcément très engagés. Il y a tellement de sujets au sein d'une entreprise à développer que c'est pas forcément la peine d'aller directement sur un sujet pour aller contre. En fait, il vaut mieux garder son énergie et Laure en a parlé tout à l'heure, se préserver aussi parce que c'est important quand on est dans un collectif ou qu'on gère un collectif et d'aller chercher des victoires faciles, surtout les premières, d'aller chercher là où on peut entraîner des gens et je rebondis aussi, je m'excuse Ben, sur une autre chose que Laure avait dite tout à l'heure. Tu posais la question sur est-ce qu'on peut changer les processus au sein de sa boîte. Je sais que ça peut être un challenge qui peut faire peur quand on se dit qu'on lance un collectif. On se dit, wow, mais il y a tellement de choses à changer dans ma boîte. Enfin, je sais pas dans les vôtres, Nicolas et Laure, mais nous, des processus, on en a, j'arriverai pas à les compter. En fait, c'est le métier de certaines personnes. C'est déjà leur job de faire ça. Et nous, il faut pas qu'on le prenne comme c'est notre métier. On est là pour épauler, appuyer et faire cheminer aussi ces gens qui sont en charge justement de transformer ces processus. Donc, il faut pas non plus se mettre la barre hyper haut. Des fois, simplement en récupérant une personne, en lui faisant faire ce que tu disais, Laure, par exemple, la fresque du climat, cette personne qui s'occupe justement de ces processus au sein de notre entreprise va se poser elle-même la question et se l'accaparer en se disant, ah mais oui, mais en fait, dans mon propre métier, je peux avoir la main sûre et je peux faire aussi, en fait. Et c'est ça qu'on espère et qu'on promeut, c'est de... alors, dans notre entreprise, par exemple, la sécurité, c'est quelque chose d'acquis. C'est vraiment le métier de tous. C'est de faire pareil pour l'environnement, pour la RSE. C'est le job de tous. Et cette diffusion-là, je pense qu'elle est aussi plus saine pour les gens qui s'occupent des collectifs, de se dire, je suis pas non plus en responsabilité de ces choses-là. Par contre, je vais les accompagner, je vais les aider. Hmm. Et je vais reprendre une question, mais ça fait quoi ce que vous disiez tout à l'heure? Enfin, il y a eu beaucoup de on se retrouve, etc. Et est-ce que. Alors, je vais compléter la question. Donc, la question qu'on a reçue exactement, c'est est-ce qu'il est possible d'intégrer des freelances et des consultants externes dans ces missions? Et je vais la compléter par à l'heure du télétravail également, parce que j'ai quand même l'impression que c'est très important ce lien que vous faites entre les différentes parties prenantes. Alors moi, j'entends 2 questions. Pour les Il y en a freelances, deux. ouais, tout le temps. En fait, plus on ouvre, plus on travaille en écosystème, mieux c'est. Donc évidemment, oui, bienvenue, avec le bémol qui est que la plupart des collectifs, en fait, fonctionnent sans budget. Donc voilà, c'est trouver un modèle qui convienne en fait à tous et toutes quand on inclut des personnes extérieures et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup en intercollectif justement avec des personnes qui sont dans la même situation. Et donc voilà. Et sur la question, c'est vrai que nous, dans notre collectif aussi, on est très éclatés, donc on fonctionne beaucoup en visio, mais inspiré par l'expérience de Margot, on a reproduit aussi ça. Et l'année dernière, on s'est rencontrés. Et nous, c'est pareil, on a une entreprise où on travaille beaucoup avec des personnes et des entités donc, qui sont dans nos bureaux ou à proximité, mais dans d'autres entreprises. Et on a eu la demande en fait de ces personnes-là, donc qui étaient dans des boîtes plus petites, qui souhaitaient savoir comment rejoindre notre collectif parce que la démarche les intéressait. En fait, il y a deux manières de faire. Soit on peut les inclure, il n'y a pas de souci, mais il faut quand même avoir l'accord de leur boîte parce que
mine de rien, suivant leur contrat, etc., c'est quand même, comme le disait Laure, il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'heures, enfin, on n'est pas leur manager, donc il faut quand Bien même sûr. bien gérer il faut que ce soit bien cerné. Mais il y a aucun souci aussi pour les accepter. Mais j'allais dire, la meilleure solution, c'est encore de l'encourager, cette personne-là, à aller créer un collectif au sein de sa propre structure pour qu'ensuite elle puisse rejoindre les collectifs et on peut se contacter de collectif à collectif. C'est presque encore mieux d'aller planter une graine quelque part. Ok, oui, c'est l'effet boule de neige un peu, on dissémine un peu partout. En termes d'actualité, alors tout à l'heure tu l'as dit Nicolas, alors ce soir, alors c'est vraiment une activité très bouillante, donc il y a rencontre Paris, Toulouse, Chambéry, Et Grenoble, Grenoble. Grenoble, voilà, je croyais que c'était un des deux. Donc j'imagine que c'est un peu tard pour s'y glisser. Est-ce qu'on peut Mmh. rencontrer les collectifs dans un événement à venir? Alors ouais, dans, très très bientôt, dans 15 jours, on a le prix des salariés engagés, donc qui est avec la fondation Good Planet Trop bien. et donc qui va se pa alors ça se passera à Paris, effectivement, je suis désolé pour les promotions, mais n'hésitez pas à venir nous voir pour l'occasion. Place de la Concorde, où il y a effectivement la fondation Good Planet qui va mettre on va dire un site éphémère, qui va nous en faire bénéficier, donc le 15 avril. Et donc les inscriptions sont ouvertes, donc n'hésitez pas effectivement. Alors je ne sais pas si tu mettras un lien ou pas. En tout cas, sinon en allant sur notre site, les-collectifs au pluriel, .eco, où vous retrouvez aussi toutes ces informations-là. Donc ça, c'est vraiment l'événement qui est à venir et où on espère effectivement pouvoir rencontrer le plus de monde possible, issus de collectifs ou qui ont envie de monter leur collectif, parce que c'est ça aussi l'objectif, c'est que comme le disait Margot, inciter les gens à monter leur collectif, leur montrer que c'est pas difficile, qu'on est là pour les accompagner, pour les aider et qu'ils n'hésitent pas effectivement à nous contacter. Bah, allez-y. Alors moi, je pourrais pas être à Paris à ce moment-là, mais Ouais. en tout cas, ça donne envie si tout le monde est aussi bienveillant et avec cette. Alors j'ai noté robustesse et donc pas résilience qu'on reconnaît chez vous. Ça donne hyper envie d'aller vous rencontrer. Alors moi, je vais faire une petite promo. Alors très opportuniste aussi pour Gaïa, parce qu'aujourd'hui, on lance une nouvelle plateforme qui s'appelle le Tournant, qui est en fait une plateforme qui permet à toutes les personnes qui veulent transitionner vers un job à impact positif, de pouvoir remplir un petit formulaire qui dure 2 minutes avec vos besoins, vos contraintes personnelles, etc. Et on identifie tous les services de la transition qui sont adaptés à vos besoins. Voilà. Donc on a eu un petit peu de retard au lancement et donc ça tombe aujourd'hui, donc ça tombe bien, j'en parle, n'hésitez pas, c'est le-tournant.com. Et c'est totalement gratuit. Merci infiniment à tous les trois, hein. C'était passionnant, c'était hyper inspirant. Moi, je trouve ça très très chouette de pouvoir savoir que dans un grand groupe comme ça, on peut se réinventer, on peut se créer son propre chemin et puis surtout, on peut fédérer autour de chez soi. On n'est pas obligé autour de soi, pardon, on n'est pas obligé de tout quitter, qu'il y a une troisième voie de transformer de l'intérieur. Nicolas le disait tout à l'heure, allez voir le site de l'association Les Collectifs, donc les-collectifs avec un s.eco. Ils proposent un MOOC gratuit, ils ont un atlas des actions, enfin ils ont énormément de ressources qui sont très très cool, c'est une vraie mine d'or. Et puis si vous interrogez sur votre propre trajectoire, est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que je dois me reconvertir, rencontrer des gens potentiellement qui ont fait ce choix-là. Chez Gaia Connect, on a également des bénévoles qui sont bienveillants et à votre écoute également pour pouvoir en discuter. Donc voilà, vous avez plein de choses sur la table pour pouvoir passer le cap. Rendez-vous donc sur gaiaconnect.co, vous cliquez sur Je me lance et puis voilà, il y a un petit formulaire aussi et on trouvera les mentors pour vous aider sur votre changement de vie pro. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On vous retrouve très bientôt pour une nouvelle dose d'inspiration. D'ici là, que vous soyez dedans ou dehors, osez l'impact. Salut tout le monde. À bientôt. Merci à tous les trois Merci encore. beaucoup, au revoir. Au revoir.